chiffre d'affaires annuel des grandes sociétés qui distribuent de l'eau en bouteille atteint presque 2 milliards d'euros, alors que celui de la distribution de l'eau au robinet, c'est à peu près 4 milliards et demi d'euros. Donc on voit bien qu'il y a une véritable compétition et un marché que chacun s'efforce de conquérir en revendiquant chacun de leur côté l'excellence de l'eau qu'ils distribuent. Mais c'est un peu un théâtre d'ombre. Enfin, il y a énormément de faux semblants dans cette histoire, parce qu'on sait par exemple que le consommateur ne le sait pas toujours, puisqu'on est noyé, si j'ose dire, dans un déluge de publicité, de marketing. Enfin, c'est assez subtil en même temps. En fait, il y a une partie de ces eaux, donc distribuées aujourd'hui en bouteilles, qui sont puisées dans des nappes souterraines auxquels s'alimentent également les distributeurs d'eau. Donc c'est un peu, disons, une image assez faussée de ce marché. Aussi choquant que cela puisse paraître, certaines eaux de source sont en effet puisées dans les mêmes nappes que l'eau du robinet. C'est notamment le cas des sources exploitées par Cristalline à Saint-Nazaire et à Perranchy dans le Nord. Au départ, ça peut être la même eau qui n'a pas une meilleure qualité dans un cas et dans l'autre. C'est exactement la même. Mais l'eau du robinet subit en général un traitement antibactérien pour une bonne raison, c'est que l'eau du robinet passe d'abord par un réseau de tuyauterie et pour éviter les risques de contamination disons, accidentellement par le réseau, il y a un traitement préventif antibactérien. Donc à l'arrivée, à la consommation, l'eau de la bouteille que l'on débouche n'a pas nécessairement la même qualité que l'eau du robinet, même si l'origine était la même. En attendant, producteurs d'eau du robinet et d'eau de source vont jusqu'à se disputer parts de marché et la belle qualité par voie de campagne publicitaire. La promotion de l'eau du robinet par le syndicat des eaux d'Île-de-France en 2006 a déclenché une violente contre-attaque de Cristalline qui fait encore polémique. Portée devant les tribunaux par la présidente d'Eau de Paris, la plainte est actuellement en cours d'instruction. L'origine de cette procédure pénale qu'on a engagée en effet contre une marque d'eau en bouteille, une marque très connue, est venue d'une campagne de publicité qu'ils ont faite il y a exactement 1 an et qui était une vraie campagne de dénigrement de l'eau du robinet, où ils ont comparé l'eau du robinet à des eaux de toilette, en jetant la suspicion sur la potabilité de l'eau du robinet. Et ça m'a paru suffisamment scandaleux pour qu'on engage une procédure qui est instruite. Donc la procédure est en cours d'instruction. Et j'espère évidemment que nous arriverons à un procès qui permettra d'avoir un vrai débat entre les qualités de l'eau du robinet et les qualités de l'eau en bouteille. Parce qu'on avait cette campagne de dénigrement injuste et qui dévalorise l'idée d'un service public de l'eau. Et c'est vrai qu'en France, on est dans un rapport de force qui est totalement déséquilibré, avec des campagnes de publicité très agressives. La publicité sert d'une part à ce que l'on parle de la marque. Alors elle était dans certains cas peut-être mal perçue, mais c'était la réponse du berger à la bergère. Nous commercialisons une eau qui n'est pas traitée, nous commercialisons une eau de qualité biberon, nous commercialisons une eau qui est demandée, qui est publicitée par les consommateurs, et nous avons en face de nous une eau traitée, une eau issue de stations d'épuration, une eau qui peut contenir certains dérivés non traités par les stations d'épuration, tels les hormones, tels certains médicaments, et ceci fera un jour polémique en France. L'eau du robinet est l'élément le plus contrôlé de tous les éléments alimentaires que vous ingérez quotidiennement. Et les suspicions qui se portent sur l'eau du robinet, elles sont parfois beaucoup plus importantes, parfois plus irrationnelles que sur l'ensemble des aliments consommés. Les risques qui demeurent sur l'eau du robinet sont beaucoup plus regardés que les risques sanitaires qui portent sur les autres aliments. Donc évidemment, le risque zéro n'existe pas. Mais dans l'état des connaissances scientifiques, il n'y a aucune crainte à avoir sur l'eau du robinet. Mais vous avez quand même une véritable guerre commerciale, donc chacun des acteurs dit « Ah, mon eau, elle est superbe ». C'est pas vrai. Et c'est en ça que le débat... Alors,
en plus, pour l'usager, pour le consommateur, il ne comprend plus rien. Il voit des gens qui lui assurent, chacun de leur côté, moi mon eau, elle est excellente, en revanche, celle du petit copain en face, elle n'est pas bonne du tout. C'est-à-dire, l'eau du robinet, elle est géniale, l'eau en bouteille, elle n'est pas bonne. Et réciproquement. Alors, ça ne contribue pas quand même à une information fiable pour l'usager et le consommateur, et chacun use un peu de, disons, de tous les moyens avouables ou non avouables pour défendre sa part de marché. Et pourtant, personne n'a le monopole de zéro défaut. La présence de polluants peut contraindre 2 à 3 fois par an les autorités publiques à interdire ponctuellement la consommation d'eau du robinet, ici ou là en France. Parallèlement, le stockage prolongé à la chaleur des eaux en bouteille peut altérer le goût et la qualité de l'eau, tout comme la non-conservation au frais d'une bouteille ouverte. Bref, nul n'est parfait. Mais aujourd'hui, la quête de pureté absolue fait loi et elle n'a pas de limite. Vous allez voir qu'après les phénomènes de pollution, les phénomènes de biologisme, etc., on abordera l'interaction des produits avec leurs récipients. Et il est évident que le plastique est une substance synthétique, que les relargages sont étudiés, bien entendu, mais les méthodes pour les étudier se raffinent de plus en plus et on découvrira peut-être un jour qu'il existe une partie des matériaux qui soient toxiques pour l'être humain. Et là, à ce moment-là, on fera le procès des emballages. Décidément, le simple verre d'eau que nous posons sur notre table suscite autant de polémiques que de convoitises. Mais pour tirer profit de cette ressource précieuse, il faut avoir les moyens de jouer dans la cour des grands. Pour un particulier, cela relève plutôt d'un parcours du combattant. Il y a 18 ans, en Savoie, un ancien vendeur de pétrole a décidé d'investir dans une source pour ouvrir sa propre usine. C'est à quelques kilomètres de Bourg-Saint-Maurice que Michel Deville a misé sur l'or bleu. L'histoire, elle remonte à 1987, puisqu'en 1987, on parlait déjà de pénurie d'eau, de sécheresse, puisqu'il y avait la sécheresse. Et il y avait une source dans la montagne depuis une dizaine d'années, puisqu'on en avait parlé. Et c'est à ce moment-là où j'ai eu le déclic en disant, tiens, pourquoi pas faire une usine d'embouteillage. Ce qui est fabuleux, c'est, si vous voulez, c'est la qualité de l'eau. Et c'est marrant, quand vous trempez les mains dans de l'eau chaude, on dirait du velours, on dirait qu'elle... au niveau des mains, c'est fabuleux, quoi. On a une sensation de douceur, c'est marrant. La source par elle-même, c'était à l'époque 5 millions de francs. Donc, je l'ai acquise en recherchant donc, les propriétaires et là, j'en ai trouvé une personne en Italie, une personne à Bourg-Saint-Maurice, une à Chambéry, une à Marseille. Voilà. Ensuite, il a fallu 7 ans pour faire valider par l'Académie de médecine les propriétés de la source dont les vertus avaient incité d'anciens propriétaires à construire un hôtel thermal. Bon nombre de gens de Bourg-Saint-Maurice connaissent l'endroit et également l'eau. Tout le monde se souvient du côté rouge de la piscine, puisqu'elle était nettoyée régulièrement, mais le fer se déposait donc sur les parois. Et voilà, donc vous avez en face de vous là les plongeoires, les anciennes cabines, dont une partie a été cassée. Et vous avez également le bloc béton, vous voyez, où à la verticale on a la source. Bon, l'avantage de cette source, c'est qu'elle fait 150 mètres cubeurs. Et je dirais que même sans vouloir l'exploiter en totalité, on parle de 1 million de litres d'eau par an. C'est pas une bagatelle. Ce débit fait de Bonneval l'une des grandes sources françaises. Mais cela ne fait pas de Michel Deville un grand groupe. Aussi, les banques ne lui ont jamais accordé le même crédit. Je pense qu'en 1990, il y avait encore un marché potentiel énorme et un développement à faire. Et c'est là où je ne comprends pas que les banquiers ne m'aient pas suivi, parce que d'autant plus que je donnais la source en garantie, je vois pas où il y avait le risque. Je veux dire, à part aller me frotter à tous mes concurrents, mais c'était de bonne guerre. Et là, apparemment, on ne veut pas de moi sur la place. Si la place est occupée par les grands groupes, c'est qu'il leur est certes plus facile de réunir les fonds colossaux nécessaires à l'exploitation d'une source. Il vaut mieux s'appeler Danone, Nestlé ou Leclerc que d'être un particulier. La construction d'une usine, c'est un investissement d'une vingtaine de millions d'euros. Sans oublier le coût des kilomètres de tuyaux destinés à relier la source à la chaîne d'embouteillage. Dans le cas d'une source de montagne comme celle de Michel Deville,
7 km de tuyaux, c'est 4 millions d'euros en plus. Eh bien voilà, on est sur le terrain 3 hectares 800 qui est destiné à l'usine d'embouteillage. Et comme vous pouvez le constater, on est en bordure de voie ferrée. Voilà. Bon, il y a un peu de dénivelé, mais on va s'en accommoder puisqu'on va faire ça sur 2 niveaux et on a pas mal de place puisque l'embouteillage, le départ de l'embouteillage se fera soit par camion, soit par voie ferrée. Voilà, les 2 possibilités nous sont offertes. L'objectif de Michel Deville, c'est de substituer à l'économie de l'or blanc menacée par le réchauffement climatique, une économie de l'or bleu qui profiterait à la vallée. Vous savez, moi, à 20 ans, j'avais 0 centime dans les poches. Hein, donc, tout ce que j'ai de l'argent, c'est l'argent d'une vie que j'ai mis là-haut. J'y ai toujours cru, j'y crois toujours. Maintenant, en argent trébuchant, j'ai rien à cacher. Je veux dire, la source était 5 millions de francs à l'époque. Et les chiffres pour les études et les choses comme ça, mon expert comptable me les a donnés il y a 1 mois et demi, c'est 433 000 euros. Donc, vous voyez, c'est facile à compter, quoi. J'aurais très bien pu faire d'embouteillage dans mon petit coin tout seul avec ma famille et je me suis toujours refusé à faire un petit truc dans mon petit coin. Ça a toujours été mon idée d'origine en disant je fais un truc énorme et ça, au niveau régional et même national, ça serait important. Ça, je pense que c'est dans mon caractère, dans tout ce que je fais. Je pourrais citer des tas de choses que j'ai fait dans ma vie, c'est pugnacité et puis jusqu'au boutiste. D'ailleurs, il faut toujours que j'aille jusqu'au bout. Michel Deville est actuellement en négociation avec un partenaire dont il garde le secret. Mais il a bon espoir de voir l'usine ouvrir les portes de sa production très prochainement. Si l'eau en bouteille est un produit de consommation courante, c'est aussi un produit de luxe. Une boisson tendance que l'on peut déguster dans les bars branchés, où elle se vend à prix d'or. Jusqu'à 7,50 € la bouteille. À la carte, des bouteilles venues du monde entier, et dont le design vient en plus signer la différence. Toutes les eaux sont les mêmes. Elles sont différentes quand on expliquait leurs différences. Et ça, c'est un produit magique pour la publicité. Quand vous avez une voiture, elles ont déjà des motorisations différentes, des designs différents. Quand vous avez de la mode, il y a des couleurs différentes. Là, l'eau, elle est incolore et transparente. Donc, il y a eu un véritable effet, et surtout sur la bouteille en plastique, il y a eu un véritable effet sur les ventes du conditionnement. Le conditionnement, c'est en effet l'identité d'une marque. La vitrine idéale pour inciter à consommer toujours plus une boisson qui n'est malgré tout que de l'eau. À Vittel, où est implanté le centre de recherche mondial sur l'eau de Nestlé, on innove en permanence dans le plus grand des secrets. Mais contrairement à certains de ses concurrents, le groupe suisse nous a ouvert ses portes. Près d'1 million d'euros sont investis ici chaque année pour développer de nouvelles gammes de produits. L'innovation, c'est le maître mot, le nerf de la concurrence. De l'originalité de la forme à la couleur de la bouteille, l'emballage mobilise toutes les attentions. Alors ici, ça c'est une bonne sélection des bouteilles et des produits qu'on a dans le marché. Le packaging pour l'eau minérale, c'est vraiment l'ambassadeur pour une marque d'eau. L'innovation est importante pour augmenter aussi le pas de marché, pour augmenter les ventes, parce qu'avec l'innovation, on arrive à répondre aux besoins du consommateur. C'est ainsi que pour la femme moderne, on a prévu une bouteille avec une bonne prise en main et un bouchon sport. Pour les enfants, la bouteille doit ressembler à un jouet. La bleue, c'est pour l'enfant italien. L'emballage est la première et la dernière publicité. La première que l'on voit sur un lieu de vente et la dernière qui reste puisqu'on l'amène chez soi. Moi, on me reproche souvent d'être trop bronzé. Je dis, mais plus le produit vieillit, plus il faut soigner le packaging. Et pour le promouvoir, le moindre événement, comme les Jeux Olympiques, la Saint-Valentin ou encore Noël, sont des occasions rêvées. Mais l'apparence ne faisant pas tout, il a fallu aussi innover à l'intérieur et inventer de nouveaux goûts pour l'eau. Il y a déjà une demande de nos filiales d'un marché qui peut être l'Argentine, la France.